Non, moi je... Eh bien salut à toutes et à tous, c'est c'est Moketo pour parler de tout mais surtout de rien. Aujourd'hui on va parler de Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Donc, avant toute chose, je tiens à rappeler que je ne suis pas le plus grand fan de Kaamelott. Voilà, je pose le contexte, je suis pas le plus grand fan. J'aime bien, voilà, j'aime bien. Il y a des épisodes qui m'ont fait marrer. J'ai pas suivi à l'époque, ou en tout cas de très loin. Je m'y suis mis assez tardivement, genre là, je sais pas, dans les 6-7 dernières années. J'ai commencé à regarder des épisodes, et puis je me suis mis à jour vraiment au moment du film, en fait, pour la sortie du premier film. Que j'avais trouvé sympa mais sans plus, quoi, parce que effectivement je trouvais l'intrigue un peu molle, pas énormément de péripéties, mais d'un autre côté je mettais ça sur le contexte de c'est un retour, donc il faut le temps de rassembler les pièces, de mettre une nouvelle base un tant soit peu solide pour ensuite la suite, que voici, hein, avec le deuxième volet, partie 1. Les dieux sont en colère contre Arthur. Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Il réunit ses chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la nouvelle table ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du monde, des marais orcaniens aux terres glacées, du dragon au palais sang. Voilà, pour ce qui est de l'intrigue. Alors, je trouve que ce film est assez intéressant parce que, pour moi, ce film représente un petit peu le piège dans lequel peut tomber un artiste. Je vais commencer par ce qui va plutôt bien dans le film. C'est magnifique. C'est pas exploité à sa juste valeur, j'y reviendrai plus tard dans ce qui est compliqué, mais le film est vraiment un step-up d'un point de vue esthétisme. Que ce soit les costumes, comme les décors, comme la couleur de l'image, et de la façon dont les personnages peuvent interagir dans le décor, il y a un cran au-dessus par rapport au premier film. Ça, c'est indéniable. Il y a véritablement une ambiance à certains moments, que ce soit la scène de la table ronde, que ce soit certaines phases de voyage, que ce soit certaines infiltrations, etc. Ouais, non, là, on nous plonge véritablement dans quelque chose qui fait pas toc. Il y avait un petit peu un côté un peu toc, je trouve, dans le premier. Ça faisait un peu cosplay à des moments, où en mode, ouais, on avait des décors un petit peu restreints pour tourner toute une scène. Il y avait un petit peu ça dans le premier. Là, je trouve que ça s'est vraiment élargi dans le bon sens du terme. Je trouve que ça c'est véritablement on est dans du réalisme bien plus poussé. Il y a des costumes qui sont magnifiques, il y a des couleurs très 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 chatoyantes à des moments. Je trouve que en cinéma français médiéval, ça c'est quand même assez cool, d'autant qu'on touche à du fantastique. Alors il y en avait déjà un petit peu avant, mais là, on entre dans une autre dimension de fantastique, et je trouve que le côté fantastique aussi fonctionne particulièrement bien. J'ai été assez agréablement surpris de la qualité des effets spéciaux sur certains êtres fantastiques, si je puis dire, critique sans spoil. Et ça, honnêtement, j'étais là, waouh, ah oui, voilà, pour un film français, faut quand même féliciter le fait que ouais, non, c'est quand même il y a quand même du cachet sur certains effets spéciaux. Il y a des bestioles notamment, j'étais waouh, je m'y attendais pas, ça m'a véritablement surpris dans mon siège. Il y a les musiques qui fonctionnent aussi plutôt bien. Je dirais pas qu'elles sont toutes réussies, qu'elles accompagnent toutes forcément parfaitement l'action, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs musiques qui font le taf, qui t'incitent, qui te font traverser des petits sentiments de recherche d'aventure. Donc ça, à ce niveau-là aussi, pareillement, on peut féliciter du coup Astier, parce que c'est lui qui compose. Mais par contre, et là on va direct rentrer dans ce qui est compliqué, c'est la structure du film qui est un chaos monumental. Le début, ça peut aller. Et encore, je dirais que les 30-40 premières minutes, je trouve que on te met en place les choses, ça avance tranquillement,
c'est assez sympa, on retrouve, Arthur et sa femme, on retrouve sa belle famille, on retrouve un petit peu les personnages, et je trouve que à ce moment-là, c'est agréable parce que on est encore sur des personnages qu'on connaît, on retrouve tous les personnages qu'on connaît, et du coup, qui ont déjà une forte personnalité, qui ont une forte alchimie, une forte présence, et voilà, les 40 premières minutes du film, je trouve que elles instaurent bien ça, même si j'ai quand même un petit peu soufflé à des moments, parce que on reste quand même bloqué sur la même situation qu'il y a un moment maintenant. C'est-à-dire que déjà, tu comprends que entre le premier film et ce deuxième, il s'est quasiment rien passé. C'est un petit peu le sujet du début. C'est bon, bah du coup, on fait quoi? Il y a Arthur qui est bloqué chez lui, qui fait rien. On traite encore les mêmes choses. Le Arthur dépressif. Pourtant, je suis pas le plus affûté de la série, hein, et pourtant, même moi qui n'ai pas regardé les épisodes 10 000 fois, je suis saoulé de voir Arthur saoulé. Enfin, vraiment, le côté Arthur est dépressif. Putain, on le voit déjà dans le film d'avant, on le voit déjà dans les dernières saisons d'avant, on le comprend déjà dans les premières saisons. Putain, au bout d'un moment, peut-être qu'il faudrait évoluer à ce niveau-là. On est sur les mêmes types de blagues avec sa femme, il faudrait peut-être faire un descendant et tout. Enfin, voilà, quand bien même les 40 premières minutes sont assez cool, on reste quand même sur des enjeux, sur des traitements de personnages qu'on a vus et revus. Bon. Et alors le vrai problème provient de la suite, c'est-à-dire le moment où il va y avoir plusieurs quêtes qui vont être dispatchées à plusieurs groupes de personnages. L'appel de l'aventure, voilà, Arthur réunit une nouvelle table ronde, et même si la scène est intéressante par son décor, par le nombre de personnages, par les différents ping-pong de répliques qui fonctionnent bien, Arthur Astier, il est très très fort sur l'écriture, hein, la scène de la table ronde, j'ai trouvé ça très... voilà, c'est des vrais punchs qui s'envoient à plusieurs moments. Astier, le personnage d'Arthur, à un moment, part dans une tirade qui m'a eu personnellement, moi il m'a eu. J'ai trouvé que c'était bien écrit, j'ai trouvé que c'était assez poétique, j'ai trouvé que ça relevait un petit peu son personnage. Donc j'ai bien aimé ce discours qu'il a eu, même si certains pourraient trouver un peu long, moi j'ai trouvé que ça allait. Mais du coup, il va y avoir, à partir de ce moment-là, une multiplication d'intrigues et de personnages. On va commencer à suivre 4 à 5 groupes de personnages différents qui vont tous avoir des quêtes différentes. Et là, c'est catastrophique. D'un point de vue implication, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Parce que, déjà, il y a un déséquilibre infernal entre les nouveaux personnages et les anciens personnages, parce que les nouveaux personnages, ils ont été un petit peu introduits dans le premier film, et encore, et là, ils ont une place très importante. La plupart, notamment, sont, il me semble, des enfants d'Astier, donc c'est rigolo, oui, ok, c'est mignon de faire participer ta famille, mais tu sens que ce sont des gens du théâtre, et pas forcément du cinéma, et ce qui fait qu'il y a un véritable déséquilibre entre les anciens talents et les nouveaux. C'est-à-dire que tu passes d'une scène entre Astier, Clavier, Cornillac, le gratin du gratin en termes d'acting français, et tu passes ensuite à les petits jeunes qui ont des jeux d'acteurs compliqués, et qui en plus ont des intrigues assez importantes, et encore, et du coup ça fait que tu ne t'impliques pas du tout de la même façon d'une intrigue à l'autre émotionnellement. Ça c'est compliqué. Il y a beaucoup trop de personnages. Entre les anciens et les nouveaux, comme je le disais, il y a 4-5 groupes de personnages, et chaque groupe comporte 3 à 4 personnages, donc ce qui fait que tu n'as pas du tout le temps de t'attacher à quoi que ce soit, à n'importe quelle intrigue. Et puis, il y a très très peu de péripéties, genre c'est véritablement une succession de scénettes plus qu'une succession de scènes en tant que telles. Il y a des groupes de personnages, ils doivent parcourir une grande distance pour aller affronter quelque chose sur le papier d'assez sexy, mais quand tu mets bout à bout leurs scènes,
tu te dis, mais les gars, vous êtes arrivés à destination, mais entre-temps, il s'est rien passé. Et c'est frustrant parce que tu sens cette espèce d'envie de faire une sorte de Seigneur des Anneaux à la française. Tu vois, hein, il y a véritablement des scènes qui sont uniquement des scènes de contemplation, qui sont des scènes de voyage, tu les vois marcher, donc c'est beau, c'est poétique, ça se veut un petit peu comme le Seigneur des Anneaux. Mais le problème, c'est que sur le trajet, il se passe rien. Et quand tu t'arrêtes sur eux, c'est juste un sketch. C'est juste un sketch. Ah bah faut qu'on aille à gauche. Moi je dirais qu'il faudrait aller à droite. Et pourquoi tu penses qu'il faudrait aller à droite? Peut-être parce que je suis plus malin, donc on va à droite. Oh là là, c'est toujours lui qui a raison. Bon bah ok, allons à gauche. Fin de la scène. Il sait rien, y a pas de péripéties, y a pas d'événements, y a pas un truc qui va faire développer les personnages, qui vont nous faire nous attacher à eux, y a pas d'identité, c'est une scénette, on passe à la suite, c'est une autre scénette, on repasse à la suite. Et du coup, mais d'un point de vue péripéties, c'est tellement triste parce que quand t'arrives à la fin, tu te dis, mais j'ai l'impression qu'on a fait du surplace, ou alors qu'on a pataugé pour arriver à un truc. Et tu dis, bah tout ça pour ça. Et surtout, ce qui est compliqué, c'est que les intrigues ne se répondent pas entre elles. Moi, j'ai véritablement cette impression que cette quête n'a aucun rapport avec cette quête, qui n'a aucun rapport avec cette quête, et du coup, tu n'arrives pas... Alors peut-être que tout prendra son sens une fois la deuxième partie, mais c'est horrible parce que du coup, ça met une pression immense sur la deuxième partie, hein. Le fait de ramer autant avec cette introduction, bah ça fait que la deuxième partie, elle va avoir beaucoup de choses à faire, ça veut dire. Elle va avoir beaucoup de choses à rattraper, mais en tout cas, pour l'instant, je ne comprends pas où ça veut aller. C'est impossible de comprendre où ça veut aller, surtout que il y a un problème d'espace et de temporalité sur les intrigues du film. C'est-à-dire que t'as un groupe de personnages qui doit parcourir 5000 km, t'as un autre groupe de personnages qui doit parcourir, je sais pas moi, 10 km, et en fait, tu vas prendre... Il va se passer autant de temps sur une intrigue qu'une autre. C'est-à-dire qu'à la fin du film, tu vas voir que les personnages qui devaient parcourir 10 km, eh ben, ils vont arriver à destination quasiment en même temps que l'autre groupe de personnages qui devaient parcourir 5000 km. Mais du coup, d'un point de vue temporalité, tu comprends pas comment ça peut se dérouler, parce que tu te dis, mais attends, si eux, ils ont marché pendant des mois et des mois, ça veut dire que pendant ce temps, Arthur, là, ce qu'il est en train de faire, ça a duré aussi des mois. Mais du coup, c'est bizarre, parce qu'il s'est pas passé grand-chose en quelques mois. Et c'est ça sur quasiment toutes les intrigues, donc c'est un bordel spatio-temporel. Enfin, c'est un bordel sur l'espace, tu comprends pas à quel moment, en si peu de temps de film, ils ont pu parcourir telle distance, une telle énorme distance, surtout qu'ils en jouent, à un moment ils disent « Ah, on n'a même pas fait le 100e en fait du voyage », et puis en fait au bout de voilà 3 scénettes, hop, ils sont arrivés à destination, en plus il se passe rien, mais bon bref. Donc ouais, non, c'est compliqué, c'est un fouillis de « on fait du surplace ». Ce que j'ai trouvé d'autant plus dommage, c'est que les choses te sont racontées plus qu'elles ne te sont montrées. Genre, il y a une scène à un moment où ils doivent enquêter, ils arrivent dans une ville portuaire, je vais essayer de rester flou pour pas trop spoiler, mais ils arrivent dans une ville portuaire, ils doivent trouver des informations. Donc là, tu te dis, ah c'est cool, il va y avoir des décors sympas, ils vont interagir avec plein de personnages, etc., ça va être cool. Scène suivante, les personnages reviennent au port et disent « Ah bah, on est allé dans une taverne et on a compris ce qu'il fallait faire. Alors en fait, il s'est passé ça, et... En fait, comme Kaamelott, comme dans la série, en fait, on va pas te montrer les choses, on va te raconter sous forme de sketch. Et là, t'as envie de dire à Astier, mais mec, t'es dans un film. Donc là, c'est autre chose qu'une série. T'es dans un film, donc il faudrait montrer ce que tu racontes. Faut pas juste raconter de « Ah bah, on est allé là-bas, il s'est passé ça, on a croisé tel truc, on s'est bagarré de telle façon, on a eu telle bataille, on a rencontré tel gars, après il s'est passé ça, et du coup on a l'info, c'est bon. » Mais oui, mais on n'est pas dans un... Je sais pas, on n'est pas dans un roman audio, ou enfin, tu vois, j'en sais rien, mais faut nous montrer ces choses-là. Et il y a tellement d'éléments qui sont comme ça, où en fait... c'est pas montré. On va plus te passer de temps sur une scénette, sur une blague, sur quelqu'un lit une lettre et puis voilà, que montrer véritablement des péripéties. Et ça aussi c'est dommage parce que ça donne un creux au film, un manque de consistance assez dingue. Autre chose qui n'allait pas, c'est que je trouve que la réalisation manquait d'ambition, c'est-à-dire qu'on est sur des décors fantastiques et pourtant tu ne sens pas les décors. C'est très vite, on passe à autre chose. Il pourrait y avoir des beaux plans larges ou des beaux plans drone ou j'en sais rien, des choses qui te font vraiment te dire waouh. Je sais pas moi, le Seigneur des Anneaux quand il marche, hop, ils ont filmé en hélicoptère et tu vois du coup l'étendue du voyage. Mais là non,
Là, non, et c'est véritablement, chaque décor, c'est comme une scénette, c'est comme un décor de théâtre. Les personnages vont pas énormément interagir dedans. Astier va pas véritablement se servir du décor comme d'un personnage à part entière, et ça aussi, j'ai trouvé ça dommage, parce que t'as des beaux costumes, t'as des beaux décors, mais tu t'en sers pas. Et ça, je me dis, putain, c'est dommage, c'est pauvre. C'est très très pauvre. J'ai bien aimé la partie sur les mercenaires. Ça, c'est une partie qui fonctionne très très bien parce qu'il y a des vraies idées sur l'immersion, sur les décors. Le jeu des comédiens est fantastique, il y a des blagues qui fonctionnent, il y a de l'action, ça avance l'intrigue. Ça, c'est véritablement la meilleure partie, mais c'est loin d'être la grande majorité du film. Ou que ce soit ceux qui doivent explorer une grotte, que ce soit ceux qui discutent dans une taverne et qui savent pas comment avancer. On avance dans des décors vides et puis il se passe rien. Enfin, ouais, il y a quand même à côté de ça beaucoup de groupes de personnages qui vont pas t'apporter grand chose. Hein. Et tu te dis, et vraiment, il y a beaucoup de scènes où t'es là et tu te dis, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Concrètement, qu'est-ce que tu essaies de me raconter là? À quoi ça sert? Et c'est dommage. Il y a une vraie dissonance, tu vois, entre le Seigneur des Anneaux où le début, on te dit, allez, il faut partir à l'aventure, et puis bon, on y va, et puis oui, tu vois l'aventure, et là, allez, il faut partir à l'aventure, et au final, tu vois l'aventure et bah c'est juste de la marche, quoi. C'est pas très intéressant. Donc, tout ça pour dire que je disais en début de vidéo que pour moi, ce film, c'est une leçon sur le danger que peut représenter un artiste, c'est-à-dire que j'ai lu beaucoup d'interviews d'Astier, parce que sa façon d'écrire, sa façon de voir les choses m'intéresse beaucoup, et j'ai cru comprendre du coup que Astier est véritablement derrière beaucoup de choses. C'est le réalisateur, c'est celui qui a écrit, c'est le monteur, c'est celui qui a composé la musique, et du coup il s'enferme dans c'est mon bébé. À tel point que, c'est aussi pour ça que le comédien de Perceval est parti, parce que, alors il l'a révélé, hein, c'est-à-dire qu'en fait, pour le premier film, Astier, il voulait jamais montrer le script à ses comédiens. Il donne le script à ses comédiens au dernier moment, au moment de tourner la scène, mais Astier, il veut pas que les personnages savent où ils vont aller. Ce que je trouve personnellement très bizarre, mais c'est sa façon de travailler. Et donc, pour le deuxième volet, le comédien de Perceval a dit bah moi je veux pas faire comme le premier film, là je voudrais savoir à quoi ressemble mon personnage dans l'intrigue, donc je ne veux pas, Astier, que tu me donnes le script que au fur et à mesure, je veux que tu me donnes mon script complet pour le film. Donc Astier a fini par céder, il lui a donné tout le script, il l'a lu, et le comédien a dit bah non, désolé, mais moi ça c'est pas mon personnage, ça me correspond pas. Peut-être que pour le prochain film, si tu m'écris quelque chose qui me parle mieux, ok, mais là pour l'heure, bah ça me correspond pas. Donc je n'accepte pas de reprendre mon rôle. Et mine de rien, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait eu une telle réaction, parce que personnellement, le personnage de Caradoc dans ce film, je l'ai pas beaucoup reconnu. Hein. J'ai trouvé qu'il était quand même pas mal out of character, le personnage de Caradoc, donc ça m'étonnerait pas que pour Perceval ça ait pu être la même chose. Mais bref, tout ça pour dire que là pour moi on est typiquement dans le si tu es focus sur ton œuvre, que tu as trop de casquettes et qu'en plus tu ne demandes pas l'avis des autres, si tu n'as pas un regard extérieur, bah ouais, effectivement, je pense que tu peux tomber dans ce piège de, bah en fait, au final, c'est un fouillis qui est trop, qui te parle trop à toi, mais pas au public. Et ça aussi, c'est un discours avec lequel j'ai un peu de mal, c'est-à-dire que il a dit plusieurs fois, moi, je vais pas aller où on m'attend, je veux pas aller où on m'attend, c'est pas mon taf. J'ai pas envie de donner ce que les gens veulent absolument. Moi, j'ai ma vision du truc. Si ça ne vous plaît pas, bah c'est que vous ne m'appréciez pas. Et j'ai du mal avec cette perception, parce que oui, ok, un auteur, il peut écrire pour lui, mais il y a quand même quelques règles à respecter. Si tu veux publier une œuvre, que ce soit sous la forme d'un film, d'un roman, d'un manga, d'une bande dessinée, de ce que tu veux, tu ne peux pas ignorer le lecteur. Tu peux pas ignorer le spectateur. À un moment donné, c'est pas possible. Quand tu décides, si tu écris pour toi, ok, mais si tu décides de publier une histoire, ça va dans les deux sens. C'est que tu écris pour toi, mais il faut que ce soit un minimum structuré, qu'il y ait un minimum de code respecté pour qu'il y ait une appréciation en retour. Tandis que là, j'ai trop l'impression d'Astier qui a écrit pour lui, il a sa vision du truc, et
Et c'est tout. Et si t'es pas d'accord avec, bah tant pis. Bah ouais, mais du coup, ça fait pas forcément une bonne histoire, ça fait pas forcément une bonne œuvre cinématographique de trop te focaliser sur ta vision du truc. Ok, l'œuvre est importante pour toi, très bien. Mais il y a un moment donné, il y a des choses à respecter. Et c'est pour ça que moi je trouve le film très étonnant, parce que Astier est quand même un génie sur de nombreux aspects. Mais là, pour moi, ce film prouve que t'auras beau être un génie, si tu ne prends pas de recul, si tu n'as pas d'avis extérieur, et bah au bout d'un moment ça finit par couaquer, parce qu'en fait il te faut des gens qui te disent ouais mais attends, parce que là est-ce que ça fait pas un peu trop de personnages, ouais mais attends, mais là est-ce que tu vas pas perdre le spectateur, ouais mais là attends, est-ce que tu trouves pas qu'il y a un déséquilibre entre l'intrigue du héros et l'intrigue de tel personnage, ouais mais est-ce que tu penses pas que là tu vas un peu trop t'emmêler les pinceaux, est-ce que tu penses pas que le 2 ça va être compliqué, enfin pour moi ce projet manque de regard extérieur, de personnes qui auraient pu lui dire attention, parce que là tu risques de perdre des gens à vouloir trop aller à contre-pied, tu vas aller tellement à contre-pied que tu vas perdre les gens, quoi. En tout cas, voilà, moi, c'est mon impression. Donc, ouais, pour moi, le visionnage a été compliqué parce que en fait, il y a cette dualité étrange de il y a à la fois trop et à la fois pas assez. Le fait d'en faire trop, ça donne une impression de pas assez, parce que bah ouais mais il y a trop, enfin tu vois, genre ok ça peut fonctionner dans un roman de Game of Thrones ou dans la série Game of Thrones, parce que bah on est sur un format beaucoup plus long, le livre t'as beaucoup plus de choses à raconter, mais là en 2h30 t'as l'impression qu'il a voulu écrire un roman ou une série mais qui tient sur 2h30, mais sauf que bah ouais mais un film ça se fait pas de la même, ça s'écrit pas de la même façon, ça se consomme pas de la même façon, et je trouve ça fou qu'un génie comme Astier ne voit pas ça. Et pour moi, là, on est un peu sur un problème d'ego. Alors déjà qu'on sait qu'il a un ego assez important, mais là, je pense que je pense que c'est malheureusement un peu l'aveuglement de l'ego, parce que là, tu te dis ah ouais, mais là, non, faut que tu prennes du recul, faut que tu demandes l'avis de d'autres, faut que tu parce que à trop vouloir tout faire, à pas vouloir déléguer, tu t'enfermes dans une vision que seul toi peux comprendre. Et du coup, bah, c'est dommage, parce que une œuvre, c'est censé être un peu, ça doit pouvoir aller dans les deux sens. Mais enfin bon, voilà ce que j'avais à vous dire sur Kaamelott deuxième volet, partie 1. J'attends pas avec impatience la deuxième partie. En fait, du coup, j'attends la deuxième partie avec beaucoup d'appréhension, parce que je me dis, putain, mais tout ce que doit régler la deuxième partie, c'est compliqué. Hein. Surtout que, encore une fois, c'est pas parce que c'est une première partie qu'elle est forcément incomplète. Tu prends Harry Potter 7 partie 1, tu prends Infinity War, tu prends Dune partie 1, tu prends, j'en sais rien moi, enfin voilà, il y a quand même, on a quand même des films qui ont en deux parties qui sont déjà sortis, et où la première partie raconte quand même quelque chose. Il y a quand même un début, un développement, une conclusion. La bataille finale n'est pas arrivée, mais il y a eu quand même une conclusion. Enfin voilà, il y a quand même si voilà, tu prends bah, voilà, les Seigneurs des Anneaux, les Hobbits, même si l'histoire ne se finit pas avec son premier volet ni avec son deuxième et qu'il faut la trilogie, il n'empêche que tu as une âme dans chacun des films. T'as une finalité, t'as des péripéties, t'as un développement, t'as le schéma de début, milieu, fin, climax, et puis voilà. Mais là, quand tu vois en plus comment ça s'arrête, t'as juste l'impression d'un film de 5 heures. Et alors attends, la moitié c'est 2h37, hop on coupe. Je m'en fous de savoir où est-ce que ça coupe, à quel moment de l'intrigue, à quelle scène. Hop, je prends la moitié, je fais fractionner, première partie, deuxième partie. Et ça, je suis désolé, c'est pas comme ça que tu devrais penser une histoire. Enfin bref, c'est mon avis. Bon, j'espère en tout cas que ma critique vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, et allez visiter les différents contenus pop culture de ma chaîne. Prenez soin de vous les gens, et à très vite pour de prochains contenus. Bye bye.